Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints à ce séminaire en ligne consacré aux droits de douane et autres taxes recouvrées par les douanes, assorti du questionnement suivant: les enjeux de sécurisation et d'optimisation sont-ils compatibles? Comme souvent dans ce genre d'interrogation, la réponse est dans la question. Enjeux de sécurisation, parce que les entreprises ne sont pas familières des douanes, administration redoutée, qui dispose de pouvoirs d'investigation importants, laissant peu de place au contradictoire, avec un délai de reprise de 3 ans assorti d'amendes au moins égales au montant des droits éludés, et un risque de qualification pénale qui n'est jamais très loin. Mais enjeu d'optimisation, parce que les douanes sont aussi une administration très réactive, qui s'est largement ouverte à la dématérialisation et qui offre de nombreuses facilités et possibilités d'économie pour se développer à l'international. Possibilité d'ailleurs renforcée à l'occasion de la mise en place du nouveau code des douanes de l'Union à compter du 1er mai prochain. Le Sésame en est la certification OEA d'opérateur économique agréé, détenue à ce jour par seulement moins d'1 millier d'entreprises. D'une manière générale, les PME, ETI notamment, n'ont pas une connaissance suffisante des procédures douanières pour en tirer le meilleur parti. Par ailleurs, les opérations douanières passent souvent par un transitaire ou par un commissionnaire qui effectue la déclaration en douane en fonction des informations dont il dispose, informations souvent incomplètes et largement optimisables. L'optimisation des droits de douane s'articule en effet autour de 2 axes. Un premier axe concerne les éléments intégrés à la déclaration en douane, dont le premier impératif est la sécurisation des droits déclarés, afin d'éviter redressement et pénalité. Un deuxième axe concerne l'organisation des flux de marchandises sur le terrain communautaire à travers les régimes économiques douaniers ou le statut d'opérateur économique agréé évoqué. C'est ce qui va dessiner le plan de cette intervention en compagnie de Sabine Pêcheur et Sandrine Pexoto. Alors, après un bref rappel de quelques notions sur les droits de douane, nous verrons donc les enjeux de sécurisation, un premier pas vers l'optimisation, les régimes économiques douaniers, le chemin de cette optimisation. Nous verrons d'autres taxes indirectes donc recouvrées par les douanes, de l'énergie à l'environnement notamment, et enfin un focus sur l'actualité, à savoir le nouveau code des douanes et le plan douanier français présenté le mois dernier par le gouvernement. Je vous précise d'ores et déjà que vous recevrez l'intégralité des slides et que vous pourrez nous interroger à l'issue de l'intervention. Alors, pour quelques notions préalables sur les droits de douane, je passe la parole tout de suite à Sabine Pêcheur. Merci. Bonjour à tous. Donc, nous allons introduire ces parties en rappelant tout d'abord la définition des droits de douane. Les droits de douane, c'est donc un impôt qui est prélevé sur une marchandise importée lors de son passage à la frontière. Donc, on parle bien d'une importation dans l'Union européenne, puisque au sein du marché de l'Union européenne, il n'existe pas de droit de douane en vertu du principe de libre circulation des marchandises qui est garanti par le traité. L'objectif de ces droits de douane est de décourager la consommation de produits provenant de pays étrangers et corrélativement favoriser les industries locales et européennes. Le redevable légal des droits de douane, c'est le propriétaire des marchandises. En pratique, généralement, l'importateur des marchandises. Pour fixer un petit peu les esprits, les recettes annuelles provenant des droits de douane, de cette contribution, s'élèvent à environ 2 milliards d'euros par an. Bien, merci pour ce préalable. Nous voyons tout de suite le premier volet sur les enjeux de sécurisation par la maîtrise de 3 notions essentielles: la valeur en douane, l'origine douanière et le classement tarifaire.
Et nous allons tout d'abord commencer par la valeur en douane. Alors, avant juste de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappellerai que la formule de calcul des droits de douane, c'est donc le montant de la valeur en douane multiplié par un taux d'imposition qui est fonction tant de l'origine de la marchandise, la nationalité économique de la marchandise, que de l'espèce tarifaire de la marchandise, qui est le code nomenclature associé à la marchandise importée. Donc, premier élément, je vous disais, la valeur en douane. La valeur en douane d'une marchandise importée correspond à sa valeur, à la valeur de cette marchandise, lorsqu'elle rentre dans l'Union européenne ou dans le pays d'importation. Ça, c'est une définition qui est issue d'un règlement communautaire. La notion de valeur en douane est une notion qui est importante, qui est très importante, parce qu'elle sert à calculer différentes taxes, donc les droits de douane, bien entendu, dont on parle aujourd'hui, mais également la TVA et d'autres taxes, par exemple, certaines anciennes taxes parafiscales. On pourrait citer la taxe habillement, qui est la taxe d'IPC. Cette valeur en douane se calcule selon différentes méthodes. La principale et celle qui est le principe, donc, c'est la valeur transactionnelle qui s'applique lorsque les marchandises font l'objet d'une vente au moment de l'importation. Cette valeur transactionnelle correspond au prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise, prix qui est éventuellement revu à la hausse ou à la baisse par des ajustements. Pour votre bonne information, les coûts qui vont être ajoutés donc, à cette valeur transactionnelle, ce sont les coûts qui sont supportés par l'acheteur, à titre d'exemple les commissions, les frais de courtage, les prix de certains contenants et emballages, également les redevances de droits et licences pour l'usage des brevets qui se rapportent à la fabrication des marchandises importées ou à leur vente, ou encore des frais de livraison lors de l'importation de la marchandise, type frais de transport, frais d'assurance. À côté de ces coûts qui sont ajoutés, il y a certains coûts qui sont à retrancher du calcul, notamment les frais de montage et l'assistance technique post-importation, certains droits et taxes à payer dans l'Union européenne, ou des frais de transport, encore une fois, post-importation, post-introduction des marchandises dans l'Union européenne. Ça, c'est pour cette méthode de principe de calcul de la valeur en douane, la valeur transactionnelle. À côté de cette méthode de calcul, il existe d'autres méthodes où la valeur va être déterminée à partir de méthodes de substitution qui s'appliquent lorsque les marchandises ne font pas l'objet d'une vente au moment de l'importation ou lorsque la valeur transactionnelle de la marchandise va être rejetée. Donc il peut y avoir plusieurs méthodes qui peuvent s'appliquer. À titre d'exemple, la méthode comparative, la méthode déductive. Je ne vais pas les commenter aujourd'hui puisque ce sont des méthodes de substitution et que la première reste bien la valeur transactionnelle de la marchandise. Pour fixer les extries, on va prendre un exemple que l'on retrouvera tout au long de la présentation sur ces valeurs en douane avec l'achat de lave-vaisselle importée de Chine, livrée en Italie, qui vont être réacheminés pour utilisation en France. Donc avec un prix d'importation, un prix sur les lave-vaisselle de 300 000 €, un transport entre la Chine et l'Italie pour 20 000 €, avec des frais d'assurance liés à ce transport de 10 000 €. Ensuite, un autre transport Italie-France, donc au sein de l'Union européenne pour 2 000 € et des frais d'assistance technique post-importation pour 1 000 €. La valeur en douane se calcule en additionnant le prix de la marchandise, à savoir le prix des lave-vaisselle, plus les transports Chine-Italie et l'assurance pour ce transport Chine-Italie, à savoir donc les 300 000 plus les 20 000 plus les 10 000, donc une valeur en douane qui s'élève à 330 000 €. Les frais de transport Italie-France et les frais d'assistance technique n'ont pas à être inclus dans la valeur en douane. Donc ça, c'est pour la première notion de valeur en douane, qui est une des trois notions, comme on vous disait tout à l'heure, fondamentales, auxquelles il est important de s'attacher pour s'assurer un correct assujettissement et une correcte déclaration des droits de douane. Le deuxième élément, c'est l'origine. Cette notion d'origine est tout aussi importante parce qu'elle permet à un pays de définir sa politique économique et donc douanière avec les autres États.
Et une marchandise ne va pas être traitée de la même façon selon qu'elle va être originaire de l'Union européenne, d'Angola, du Groenland, d'Arménie ou d'ailleurs, puisque ce ne sont pas à chaque fois les mêmes traités et les mêmes accords qui vont s'appliquer entre les États. Ainsi, la détermination de l'origine d'une marchandise va permettre de différencier son traitement, et ce, à 2 niveaux. Tout d'abord au niveau de la perception des droits, puisque une origine préférentielle va permettre d'appliquer un taux réduit ou une exonération de droits éventuellement, mais également au niveau du contrôle du commerce extérieur, avec l'application d'éventuelles restrictions quantitatives ou d'accords d'autolimitation, type contingentement ou mesures anti-dumping. Alors attention, il n'existe pas une définition unique de l'origine. Évidemment, au sein de l'Union européenne, cette définition de l'origine est harmonisée. En revanche, cette définition peut varier dans les relations avec les pays tiers. Et ainsi, chaque accord préférentiel entre l'Union européenne et un pays tiers va préciser sa propre définition de l'origine. Donc attention à bien valider que c'est la bonne origine qui a été retenue lorsque vous avez des importations de produits. Troisième élément, c'est le classement tarifaire. Le classement tarifaire, l'espèce tarifaire, c'est la dénomination qui est attribuée par le tarif des douanes dans lequel les marchandises vont faire l'objet d'un classement selon une nomenclature méthodique dite la nomenclature douanière. Il s'agit donc d'un code tarique qui va pouvoir varier selon l'origine de la marchandise. Et ce code tarique va déterminer les droits de douane qui sont applicables à la marchandise. Bien entendu, le code tarique est uniformisé dans l'Union européenne. Je repars de mon exemple précédent d'importation de la vaisselle. Si j'ai des vaisselles qui sont dits ménagers, je vais avoir un code tarique qui va finir par 11 et 4 zéros, qui correspond à un taux d'imposition au droit de douane de 2,70%. Maintenant, si mes lave-vaisselle ne sont plus ménagers, mais qu'ils sont non ménagers, mon code tarique va changer et va finir par 19 et 4 zéros. La conséquence, c'est qu'avec ce code tarique, le taux d'imposition est de 1,70%. Donc l'exemple du lave-vaisselle est un exemple assez évident, mais selon les types de marchandises que vous allez importer, il y a de vraies interrogations sur l'espèce tarifaire et donc le code qui va être applicable à votre marchandise. Il est donc important de vérifier ce qui est pratiqué au niveau de votre classement tarifaire, que ce soit en interne ou éventuellement par les transitaires pour s'assurer, in fine, d'avoir le bon taux d'imposition qui va être appliqué. Je terminerai cette première partie par le calcul donc, des droits de douane avec l'exemple qu'on a pris. Donc, on a fait l'importation de Chine de lave-vaisselle ménager pour revendre sur les territoires français. Donc, on avait une valeur en douane tout à l'heure que nous avons déterminée à partir de la valeur transactionnelle à laquelle nous avons additionné des frais annexes, une valeur en douane pour 330 000 €. Lorsque l'on prend l'espèce tarifaire donc, de la vaisselle ménager accompagnée et additionnée de l'origine d'une provenance de Chine, nous avons un taux d'imposition de 2,70%. Donc les droits de douane associés à cette importation pour ces 1000 lave-vaisselle s'élèvent donc à 8 910 €. Bien, merci Sabine. Voyons le deuxième volet, les régimes économiques douaniers, regroupés sous 3 fonctions principales, le stockage, l'utilisation spécifique, la transformation. Et je passe la parole à Sandrine Pexoto. Merci Pascal, bonjour à tous. Nous allons aborder maintenant les régimes économiques douaniers. Ces régimes qui visent à suspendre ou à éviter le paiement de droits de douane et ou autres taxes indirectes dans certains schémas spécifiques. Avant de voir plus précisément chaque utilisation possible pour ces régimes économiques, juste quelques mots, un petit point sur la procédure de mise en place d'un régime douanier. Ces régimes en fait sont accordés sur demande des entreprises qui doivent justifier du besoin économique de les utiliser. Cette demande de dépôt en fait auprès de l'administration des douanes d'un dossier
permettra à l'administration de vérifier notamment que l'activité envisagée ne porte pas préjudice aux intérêts d'autres producteurs communautaires qui pourraient fournir des marchandises équivalentes à celles importées par l'entreprise. Une fois le dossier instruit par l'administration, une autorisation sera délivrée. Elle peut être simplifiée, donc par une procédure plus rapide, et elle fixera le cadre juridique dans lequel l'entreprise peut utiliser le régime qu'elle a demandé. Cette autorisation garantit à la fois les intérêts de l'entreprise, puisque dès le départ, les conditions d'utilisation du régime seront connues, notamment le type de marchandise auquel le régime pourra s'appliquer, la durée d'utilisation du régime également. Mais également les intérêts de l'administration, qui pourra s'assurer que les marchandises importées ne seront pas mises sur le marché communautaire sans paiement de droits de douane, notamment lors de la mise en place de ces régimes de constitution de garanties financières. Nous allons donc commencer par la première fonction de ces régimes économiques, qui est la fonction de stockage. Donc, cette fonction de stockage permet de disposer en permanence d'un stock de marchandises et de les utiliser au fur et à mesure des besoins de l'entreprise. Les droits et taxes ne seront alors acquittés qu'au moment où les marchandises sortent de l'entrepôt. De plus, si elles sont finalement réexportées, il n'y aura pas de mise en consommation sur le territoire communautaire, il n'y aura donc pas de droit de douane à acquitter. Donc, nous pouvons distinguer le régime de stockage, l'entrepôt douanier, qui permet le stockage de marchandises non communautaires en suspension de droits de douane ou de TVA notamment. À noter que pour la mise en place d'un entrepôt douanier, les locaux devront être préalablement agréés par l'administration. L'avantage de ce régime est notamment de pouvoir bénéficier d'un achat massif quand les cours sont bas, puis d'écouler progressivement la marchandise sur le territoire communautaire. L'autre type de régime de stockage, ce sont les zones franches et les entrepôts francs, qui sont constitués de locaux ou d'aires désignés et agréés par les autorités douanières pour le stockage de marchandises qui se fera en exonération totale de droits de douane ou même d'autres mesures de politique commerciale. Le troisième régime concerne le dépôt temporaire, où là, il est possible de mettre en attente et sous condition dans un magasin de dépôt des marchandises importées. La durée est limitée et actuellement, cette durée va de 20 jours à 90 jours en fonction du mode de transport des marchandises. Pour illustrer cette fonction de stockage, nous avons pris l'exemple de l'entrepôt douanier. Nous reprenons l'exemple de nos lave-vaisselle importés de Chine qui transitent par l'Italie avant d'être utilisés en France. Lors de l'arrivée en Italie, si nous constituons un entrepôt douanier, il n'y aura pas de droit de douane lors de l'importation des lave-vaisselle en septembre. Par la suite, l'entreprise décide de mettre en libre consommation en France des marchandises. Et là, il n'y aura à ce moment-là le calcul des droits de douane en décembre lors de la mise en libre consommation. Si l'entreprise décide de renvoyer en Chine, à ce moment-là, il n'y aura pas de droits de douane. Passons maintenant à la deuxième fonction des régimes économiques, qui est la fonction d'utilisation spécifique. Cette fonction d'utilisation permet à une entreprise de disposer d'une marchandise qui ne lui appartient pas forcément, mais dont elle a besoin pour son activité. Ça peut être pour des essais, pour une mise au point de matériel ou même des expositions de marchandises ou d'art. Dès lors que la marchandise doit être réexportée, aucun droit, sauf certaines exceptions, ne sera payé par l'entreprise utilisatrice.
Nous dénombrons également 3 régimes pour en correspondre à cette utilisation spécifique. C'est l'admission temporaire qui se fait en fait par exonération totale ou partielle des marchandises en cas de réexportation, donc notamment les marchandises pour essai, le matériel pédagogique ou même les animaux vivants. Un autre régime, c'est l'exportation temporaire, aussi connue sous le nom de régime des retours, qui permet en fait de bénéficier d'une exonération lors de la réimportation de marchandises qui ont été temporairement exportées. La condition essentielle, c'est que le retour doit être fait dans le même état et dans un délai de 3 ans. Le troisième régime, qui n'est pas officiellement un régime économique à l'heure actuelle, c'est la destination particulière, qui en fait permet à des marchandises importées d'être affectées à une destination réglementairement prévue. Un petit exemple, c'est par exemple pour les filets de cabillaud congelés, qui, s'ils sont destinés à être transformés, peuvent faire l'objet d'une exonération de droits de douane au moment de l'entrée sur le territoire communautaire. À titre d'exemple, prenons la mission temporaire pour des essais. Donc, nous importons une marchandise de Chine pour faire des essais. Lors de son arrivée en Italie, à ce moment-là, il n'y aura pas de droit de douane. Puis, elle sera utilisée en France. Donc là, toujours sans droit de douane, puisque l'entrée sur le territoire communautaire s'est faite en Italie. Et ensuite, nous décidons de renvoyer ces marchandises après essai en Chine. Et là, vu qu'il y a un retour, il n'y aura pas de droit de douane. La troisième fonction, c'est la fonction de transformation. Cette fonction permet à une entreprise de réaliser une production à partir de marchandises tierces. Le produit fini sera, lui, réexporté. 3 grands régimes de transformation sont possibles. Le perfectionnement actif, qui permet de mettre en œuvre des marchandises dans l'Union européenne en vue de la réalisation d'une opération physique sur la marchandise, pour une réexportation hors du territoire, qui à ce moment-là n'aura pas de droit de douane. Le perfectionnement passif, lui, permet l'exportation temporaire de marchandises en dehors du territoire de l'Union pour la réalisation d'un perfectionnement sur cette marchandise. Et lors du retour de la marchandise sur le territoire communautaire, cela se fera en exonération totale ou partielle de droits de douane. Le troisième régime est celui de la transformation sous douane, qui permet la mise en œuvre sur le territoire de l'Union de marchandises non communautaires en suspension de droits de douane pour leur faire subir des modifications qui en modifient l'espèce ou l'état. Et lors de la mise en libre consommation de ces marchandises sur le territoire, la taxation se fera non pas sur la marchandise qui a été importée, mais sur le produit fini en fonction de l'état de la marchandise à ce moment-là. Donc il y a un ajustement des valeurs en fonction de l'utilisation réelle de la marchandise. L'exemple que nous avons pris est celui du perfectionnement actif, où nous importons donc des marchandises de Chine pour les assembler en France. Dans le cadre de ce régime économique, l'importation des marchandises se fera sans droit de douane. Et lors de la mise en libre consommation des marchandises ou du renvoi des marchandises après assemblage, s'il y a un renvoi en dehors de l'Union européenne, en Chine par exemple, il n'y aura pas de droit de douane. Mais s'il y a mise en libre consommation sur le territoire européen, notamment en Allemagne, à ce moment-là, les droits de douane seront dus lors de cette mise en libre consommation. Bien, merci Sandrine, je crois que c'était très clair. D'autres taxes sont également de la compétence des douanes.
Nous n'en évoquerons sommairement que quelques-unes à titre d'illustration sur les secteurs énergie-environnement, dont il est beaucoup question en ce moment. Et je repasse à ce sujet, à ce propos, la parole à Sabine. Et on va poursuivre tout d'abord avec la TICPE, qui est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, avec un petit focus sur la partie produits pétroliers pour les carburants, puisque cette TICPE fonctionne en fonction du type de carburant et son taux varie évidemment en fonction du type de carburant qui va être utilisé. On a une taxe qui a un taux qui varie entre 10,84 € et 62,41 € par hectolitre. Pour fixer un peu les esprits, c'est une taxe qui est relativement importante puisqu'elle rapporte à l'État 14 milliards d'euros par an. Donc c'est loin d'être négligeable dans le budget d'État. C'est une taxe qui connaît une certaine harmonisation européenne, tant au niveau des produits qui sont concernés par la taxation des assiettes. En revanche, les taux restent à la souveraineté des États membres. Je l'aborde parce que c'est une taxe qui, encore une fois, dont le coût est relativement important, mais pour laquelle il est possible d'obtenir certains remboursements en fonction des activités, notamment pour les activités de transport de marchandises ou de voyageurs. À côté de cette première taxe intérieure de consommation, un autre focus sur la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, qui est la TICFE, qui constitue une des nombreuses taxes qui figurent sur les factures d'électricité aujourd'hui, au même titre que la contribution tarifaire d'acheminement ou encore que la contribution sur la TSPE, pardon, qui est au taux de 19,5% et qui est tout de même plus connue des entreprises. Cette TICFE, comparée à la CSPE ou même à la contribution tarifaire d'acheminement, a un taux relativement plus modique puisqu'elle est de 0,5 € par mégawattheure. Pour autant, elle reste une charge pour les entreprises puisque les entreprises qui la supportent réellement, ce sont les consommateurs finaux d'électricité. Et de la même manière que pour la TICPE, il existe des possibilités d'allègement pour certains usages de l'électricité, notamment les usages industriels. Troisième focus sur la grande sœur de la TICFE, qui est la TICGN, la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel. Donc de la même manière que les deux taxes précédentes, c'est une taxe qui est payée par les producteurs et les distributeurs, mais qui va être facturée sur les factures au consommateur final. C'est une taxe qui est ancienne puisqu'elle date du milieu des années 80. Elle a connu quand même pas mal d'évolutions depuis une dizaine d'années, que ce soit au niveau de l'assiette ou du taux d'imposition. Aujourd'hui, elle est égale à 2,64 € par mégawattheure. Donc, comme je vous le disais préalablement, vous la constatez également sur vos factures de gaz. Je vous alerte aujourd'hui également sur cette taxe parce que il y a une augmentation qui est prévue des taux de TICGN de plus de 200% entre 2014 et 2017. Donc, ça a commencé en 2015 avec une augmentation, mais ça va poursuivre jusqu'en 2017. De la même manière que pour les deux précédentes taxes intérieures de consommation, il existe des actions possibles et des leviers d'exonération ou d'abattement, en tout cas de cette TICGN, pour certains usages qui sont faits. Dernier focus qu'on souhaitait faire rapidement, c'est sur la partie TGAP, donc la taxe générale sur les activités polluantes, et sur la partie huile et préparation lubrifiant. Pardon. Donc ce n'est pas une partie taxe qui fait partie des taxes intérieures de consommation, mais elle fonctionne de la même manière que les trois taxes précédentes dont je viens de vous parler, puisqu'on a une taxation au niveau du fournisseur qui va refacturer au consommateur final le produit. Le taux de cette TGAP sur les parties huile et préparations lubrifiantes s'élève à 48,37 € la tonne, représente des recettes de à peu près 39 millions d'euros.
mais connaît également des possibilités d'exonération et d'abattement. À titre d'exemple sur ces possibilités d'exonération, l'utilisation de certains lubrifiants biodégradables. Donc, l'objectif de ce petit focus, c'est de vous alerter sur les possibilités que vous avez de vérifier vos assiettes et vérifier les sources que vous pouvez mettre en œuvre pour obtenir des réductions de ces taxes qui influent directement au final sur le montant de votre facture. Encore une fois, ces taxes faisant partie intégrante de vos factures d'achat. Bien, merci pour ce focus. Abordons maintenant notre dernière partie actualité, et notamment le nouveau Code des douanes de l'Union, puisque nous avons des administrations nationales, mais un code européen. Céline. Oui, donc l'actualité au niveau des douanes, c'est bel et bien l'entrée en vigueur au 1er mai 2016 du nouveau Code des douanes de l'Union. Suite à la mise en conformité du Code des douanes avec le traité de Lisbonne, ce nouveau Code des douanes de l'Union a été publié le 10 octobre 2013 sans être encore applicable. Il ne le sera qu'à compter du 1er mai 2016 et sera suivi d'une période transitoire qui devrait s'achever au plus tard en 2020. Quels sont les grands axes de ce nouveau Code des douanes de l'Union? La mise en place de nouvelles procédures douanières pour faciliter les échanges. En effet, c'est vraiment un objectif de simplification qui a été mis en œuvre. On peut, pour parler de faciliter les échanges, parler de la mise en place de la procédure de dédouanement, notamment avec l'instauration de la procédure de domiciliation comme étant la procédure de droit commun, donc à compter du 1er mai 2016. Le deuxième point, c'est les nouveaux avantages pour les entreprises certifiées opérateurs économiques agréés, leur permettant un développement à l'international avec un statut renforcé, et je pense que Céline y reviendra un peu plus tard. Le troisième point, c'est également la simplification du traitement des flux de marchandises, notamment avec la dissociation des flux déclaratifs et des flux physiques de marchandises, avec la mise en place d'un dédouanement centralisé national qui regroupera un bureau de déclaration et un ou plusieurs bureaux de présentation des marchandises. Ce nouveau Code des douanes de l'Union impacte également les régimes économiques qui deviendront des régimes dits particuliers. Nous avons repris sous forme de tableau de manière synthétique ces différents changements. Deux objectifs à cette réforme des régimes particuliers: simplifier les régimes et leurs modalités et garantir la perception des ressources propres. Si nous reprenons nos trois fonctions que nous avons vues précédemment, pour la fonction de stockage, celle-ci sera simplifiée, notamment pour le dépôt temporaire, qui restera en vigueur et qui sera simplifié dans le sens où notamment la durée du dépôt temporaire sera unifiée à 90 jours, quel que soit le moyen de transport utilisé. Pour l'entrepôt douanier, à noter également la suppression, la disparition de la justification du besoin de stockage qui faisait partie du dépôt, du dossier de dépôt auprès de l'administration lorsqu'on demandait à pouvoir bénéficier d'un entrepôt douanier. Également, à noter la disparition de certaines zones franches et des entrepôts francs qui seront en fait rattachés aux entrepôts douaniers. Pour la fonction utilisation temporaire, utilisation spécifique, nous pouvons remarquer que la destination particulière figure bien au titre d'un régime particulier spécifique. Et autre changement important, pour l'admission temporaire, il n'y aura plus d'intérêt compensatoire perçu
lors de la mise en libre pratique des marchandises à l'issue de ce régime. Pour la fonction transformation, le grand point, en fait, c'est la création d'un grand régime de perfectionnement actif avec la fusion de perfectionnement actif et de la transformation sous douane. Ce grand régime de perfectionnement actif sera apuré lors de la réexportation ou de la mise en libre pratique des marchandises. Bien, merci Sandrine. Cette fois, c'est bien Sabine qui prend le relais. Avec un premier focus sur la valeur en douane, on va y revenir rapidement, puisque le code des douanes de l'Union, le nouveau code des douanes de l'Union, va avoir un impact sur les modalités de détermination de cette valeur en douane. Donc je vous parle d'un impact parce qu'il n'y a pas de révolution juridique en matière de valeur en douane. Je vous rappelle que cette valeur en douane est définie par un accord de l'OMC. Il y a quelques évolutions importantes. Deux notables que je vais vous commenter. Tout d'abord, en matière de vente successive avant la mise en libre pratique, le nouveau code des douanes de l'Union ne va plus permettre de retenir une vente antérieure à la dernière vente avant l'introduction des marchandises. Sachez tout de même qu'il va y avoir une mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 2017 et qu'il vous sera tout de même possible de retenir une vente antérieure si l'opérateur s'est engagé à déclarer la valeur en douane sur la base de cette vente, et ce conformément à un contrat conclu avant l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution. Donc première évolution notable dont je voulais vous parler, je vous ai dit les ventes successives. La deuxième, il va y avoir également des évolutions en matière de redevances et droits de licence, avec un élargissement des cas d'inclusion des redevances dans la valeur en douane. Donc ça, c'est le premier point direct sur la détermination de la valeur en douane. Autre impact de ce code des douanes de l'Union, loin d'être négligeable, c'est un impact sur les renseignements tarifaires contraignants, les RTC, et sur les renseignements contraignants sur l'origine, les RCO. Tout d'abord, on va assister, à compter du 1er mai, à une harmonisation des délais de validité et de délivrance pour les RTC et les RCO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le code en vigueur, un RTC est délivré en 90 jours et valide pendant 6 ans, tandis qu'un RCO est délivré en 150 jours et sera valide pendant 3 ans. À compter du 1er mai prochain, que ce soit les renseignements tarifaires contraignants ou les renseignements contraignants sur l'origine, les deux seront délivrés en 120 jours, plus 30 jours pour la recevabilité de la demande. Et les deux seront valides pendant une période de 3 ans. Alors que je vous rappelle, aujourd'hui, les RTC, c'est 6 ans. Les douanes, aujourd'hui, s'engagent à ne pas allonger le délai de délivrance, qui, théoriquement, est fixé à 70 jours, auquel on ajoute 2 jours pour la recevabilité des demandes. Donc, en principe, il n'est pas censé y avoir de grandes modifications sur le temps de délivrance, le délai de délivrance de vos RTC et RCO. Ça, c'est bien un délai théorique de 70 jours. Donc, premier point, c'est l'harmonisation de ces délais. Le deuxième point, loin d'être négligeable, c'est l'extension du caractère contraignant de ces renseignements. À savoir qu'aujourd'hui, que ce soit les RTC ou les RCO, ils ne sont contraignants que vis-à-vis de l'administration des douanes. À compter du 1er mai 2016, que ce soit les RTC ou les RCO, l'un et l'autre vont également devenir contraignants à l'égard des opérateurs. Ils resteront contraignants vis-à-vis de l'administration, mais aussi vis-à-vis des opérateurs. Donc attention à des RTC ou des RCO que vous auriez demandé, mais que vous auriez écarté parce que la réponse ne vous convenait pas forcément, mais qui restent encore valides au-delà du 1er mai 2016, puisque à ce moment-là, l'administration pourra vous les opposer et vous demander de les appliquer, ce que vous ne faisiez pas forcément aujourd'hui. Donc vraiment attention à cette partie opposabilité de CRTC RCO. Autre modification, c'est le renforcement du statut de l'opérateur économique agréé avec ce nouveau code des douanes de l'Union.
Tout d'abord, ces opérateurs économiques agréés vont avoir accès à certaines autorisations douanières, accès de manière exclusive à certaines autorisations douanières, notamment la procédure de dédouanement centralisé communautaire, qui est cette procédure qui va permettre à un opérateur économique de regrouper des formalités déclaratives auprès d'un seul bureau, alors même que ces flux physiques vont être acheminés par des bureaux de douane qui sont situés soit dans un seul État membre, soit dans plusieurs États membres. Donc ça va bien permettre aux opérateurs de réaliser des économies et de fluidifier leur trafic, et c'est bien le but du nouveau code des douanes de l'Union et de ce renforcement du statut OEA. Cette procédure de dédouanement centralisé va être accompagnée de la mise en place au niveau européen de systèmes informatiques d'échange d'informations entre les différents bureaux concernés par une autorisation de dédouanement centralisé communautaire. Donc ça, c'est ce premier point d'accès exclusif à la procédure de dédouanement centralisé. À côté de ce premier point, il y a l'auto-évaluation. Les autorités douanières vont pouvoir autoriser un OEA à effectuer lui-même certaines opérations douanières qui vont lui incomber. Par exemple, déterminer le montant de droits exigibles ou également réaliser certains contrôles, même si il y aura toujours une surveillance douanière, mais en tout cas très allégée. Troisième modification, c'est la réduction de la garantie globale sur les aides douanières. Et ainsi, un opérateur économique agréé va pouvoir être autorisé à fournir une garantie globale d'un montant réduit à 30% du montant de référence pour les dettes existantes. Donc, c'était pour cette première partie relative à l'accès exclusif à certaines autorisations douanières. Je souhaitais également commenter la valorisation des accords de reconnaissance mutuelle dans le cadre du nouveau code des douanes de l'Union, puisque ces accords permettent de renforcer la sécurisation de la chaîne logistique, et ce dans deux points principaux. Tout d'abord, parce qu'ils permettent de reconnaître la certification EEA qui va être délivrée dans un autre État membre. Et également, le deuxième point, c'est qu'un autre État va accepter de fournir, bien entendu dans la mesure du possible, mais il devra accepter de fournir les mêmes avantages et les mêmes facilitations que dans le pays originaire de l'OEA. Donc pour rappel, il existe des accords de reconnaissance mutuelle dans l'Union européenne, avec la Norvège, les États-Unis, la Suisse, également le Japon. Il y a des ARM qui sont en cours avec le Canada et la Chine, et d'autres qui devraient être à venir avec l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Alors bien entendu, ces avantages à ces opérateurs économiques agréés ne sont pas octroyés sans contrepartie, et notamment, il va y avoir un renforcement de certains critères de délivrance pour les statuts OEA, donc ça va être plus contraignant pour ces opérateurs, notamment à deux niveaux. Tout d'abord, l'entreprise devra apporter la preuve de son respect des normes en matière de compétences ou qualifications professionnelles, et également, elle ne devra pas avoir commis d'infraction pénale grave liée à son activité économique. Donc, ce nouveau code de l'Union européenne va se mettre en place à compter du 1er mai 2016, mais on a des phases de transition qui sont prévues. Tout d'abord, une transition administrative et juridique pendant 3 ans, donc à compter du 1er mai 2016 jusqu'au 1er mai 2019. Cette transition administrative et juridique va concerner tous les types d'autorisations douanières. Bon, à noter que si vous avez des autorisations qui ont des durées de validité qui sont fixées dans l'autorisation, votre autorisation va continuer à perdurer jusqu'à la fin de sa durée de validité. Lorsque votre autorisation est valide ad vitam aeternam, ces autorisations vont être revues au fur et à mesure, et vous avez la possibilité d'anticiper une nouvelle autorisation avant le 1er mai 2016 en prenant contact avec l'administration et demandant de bénéficier de nouvelles autorisations. Donc ça, c'est pour la partie transition administrative et juridique. Une transition informatique qui est prévue avec un délai un petit peu plus long, puisqu'elle est prévue jusqu'au 31 décembre 2020. Et cette transition informatique concerne tout ce qui est acte de dématérialisation et d'échange d'informations entre les États membres, puisque il faut un minimum de temps pour mettre en place que ce soit les procédures, les formalités, les documents déclaratifs.
On aura de meilleures visions une meilleure visibilité sur l'application de cette phase de transition informatique, puisqu'aujourd'hui, les dispositions restent encore en cours de discussion. Et donc, du coup, on devrait avoir un peu plus d'informations à la fin de cette année, voire le début de l'année prochaine. Bien, merci Sabine. Voyons rapidement, pour terminer, en lien direct avec ce que nous venons de voir, le plan douanier sur lequel a communiqué le ministre de l'économie le mois dernier. C'est un ensemble de 40 mesures visant à accompagner la mise en place de ce nouveau code selon 3 axes favorables aux entreprises qui sont désireuses de se développer à l'international. Le premier axe, c'est la simplification des formalités à travers la mise en place du dédouanement centralisé auprès d'un seul bureau, indépendamment des lieux d'acheminement des marchandises, comme l'a déjà indiqué Sabine. Le guichet unique national pour les formalités administratives sur Internet, le renforcement des cellules conseil au sein des directions régionales, la création d'un service grand compte pour les grandes entreprises qui totalise 75% des flux, un objectif de dématérialisation à 100% à horizon 2018 via le téléservice Soprano, enfin la délivrance de plus de 10 000 rétris douaniers par an et l'augmentation par conséquent du nombre d'opérateurs agréés que nous avons évoqués. Le deuxième axe, c'est le gain de temps et de coût via la suspension tarifaire pour les produits non finis transformés sur le sol européen, l'auto-liquidation de TVA, déjà évoquée, pour bénéficier de la déductibilité de TVA à l'importation au moment de la déclaration, la dispense de cautionnement pour les OEA à hauteur de 600 millions d'euros par semaine en 2018, ainsi qu'un traitement prioritaire pour ces OEA, avec possibilité de transfert du lieu de contrôle, nous l'avons dit. Enfin, l'objectif général de 95% de déclaration en moins de 5 minutes d'ici 2018. Le troisième axe est celui de la communication et de l'aide aux entreprises par des services de conseil en région ou via le service grand compte des grandes entreprises, avec une formation accrue des personnels douaniers et plus de communication. C'est ce à quoi nous avons également essayé de contribuer aujourd'hui. Alors nous avons largement occupé le temps imparti. Nous répondrons donc par mail à chacun d'entre vous aux questions que vous pourrez nous poser.